Je remercie de l'honneur qui m'est fait de me donner la parole après l'excellent rapport qui vient de nous être présenté. Si vous vous intéressiez à ce que je pense en général sur le sujet, je ferai distribuer la petite brochure qui correspondait à mon programme, et je me suis exprimé longuement dans une revue de la défense nationale entière, ainsi que dans le numéro 100 de la revue de l'IRIS. Voilà. Alors, évidemment, en matière de défense, tout tient à la stratégie, et la stratégie tient à la vision que l'on a de l'ordre international. Le reste, l'intendant suit, plus ou moins, dans notre cas, plutôt moins que plus. Les sources de crise doivent donc être analysées avec soin, et sans idéologie, en tout cas de mon point de vue, qui ne me préoccupe que de l'indépendantisme français, peu me chaud qui est quoi, du moment qu'il tente de me dominer, il ne me convient pas. La première puissance militaire du monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et de très loin, puisqu'ils concentrent 80% de la défense militaire du monde avec leurs alliés, 50% à eux tout seuls. Les chiffres de tous les autres pays sont des résiduels par rapport à la puissance des États-Unis d'Amérique. Et cette puissance, incarnée par 600 000 hommes de troupes dans quelque chose comme 500 bases dans le monde, sur tous les continents, est au service d'une puissance, eux. Donc le dire, ce n'est pas faire d'idéologie, c'est constater la réalité des faits. Et elle est au service d'une seule et unique chose, le maintien de la suprématie. Pour une raison qui est structurelle, la masse des dollars qu'ils ont mis en circulation excède de très loin toute contrepartie matérielle qui pourrait y être opposée, et une série de pays essayent de se sortir de la monnaie dollar, comme c'est le cas des BRICS, et cela crée une tension permanente à l'échelle du monde. Nécessairement, je sais que je vais choquer certains d'entre vous, nécessairement, du fait même de cette situation, qui fait que les États-Unis ne pourront jamais être deuxièmes, ils ne peuvent qu'être ou premiers, ou reculer à la fin du tableau, compte tenu de ce que serait un ajustement financier sur la valeur de leur monnaie. Par conséquent, pardon pour ce que je choque, je demande qu'on le prenne pour ce que c'est, de la réflexion géopolitique. Les États-Unis d'Amérique sont nécessairement agressifs. Et par conséquent, ses adversaires, ceux qui veulent lui disputer cette hégémonie ou s'y soustraire, sont considérés comme des ennemis et eux-mêmes sont mis en tension. Par conséquent, les BRICS, et en particulier la Russie et la Chine, sont mis en tension, mais l'origine de la tension est la domination des uns sur les autres. Voilà mon analyse de la situation générale. Après quoi, pour être rapide, cette première source étant évoquée, hégémonie non due du dollar, il faut en évoquer une deuxième, qui est absolument nouvelle et que personne aujourd'hui ne sait vraiment maîtriser, qui est la conséquence du changement climatique. Car vu depuis les pays puissants comme les nôtres, depuis l'Occident, tout ça, on voit bien, la mer monte, il y a des événements extrêmes. Mais la vérité, c'est que ça commence par disloquer ce qu'on appelait autrefois le Sud. Les 80% des migrations se font entre pays du Sud et bousculent les frontières, les équilibres et tout ce qu'on veut, parce que les gens, pour survivre, passent des espaces qui souvent sont coupés artificiellement les uns des autres par des frontières que nous avons tracées il y a bien longtemps et qui n'ont pas toujours une réalité très évidente pour ceux qui vivent là et qui essayent d'échapper à la mort. Voilà. Voilà les deux sources, d'après moi, essentielles des tensions que nous allons voir dans le monde avec les conséquences par effet de domino des uns sur les autres. Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, à juste titre, j'essaye de le prendre de mon point de vue, la question de l'indépendance des Français et notamment le matériel. Parce que, pardon, mais à la fin, l'indépendance, c'est aussi ça. Sommes-nous capables tout seuls de faire et sommes-nous capables de maîtriser ce dont nous disposons? Il y a problème. Les armées ont accepté d'installer sur leurs missiles des logiciels nord-américains. Et je ne prends que cet exemple pour ne pas surcharger la discussion à cette commission. C'est une erreur. Nous avons à dire sur le fait que sur un certain nombre de domaines, alors il faut dire lesquels, les Français doivent être absolument indépendants et certainement pas n'arriver à ce partage des rôles que vous avez souligné avec justesse, qui est de dire les uns font le matériel et nous, on court sur le terrain. De ça, il ne peut pas être question. Nous devons, à mon avis, d'un bout à l'autre, maître de ce que nous faisons. Ça m'amène à 3 points sur lesquels je vais conclure. Premièrement, quel bilan tirons-nous de notre intégration au commandement de l'OTAN? Combien ça coûte? Combien on a de monde là-dedans? Et à quoi dorénavant, ça nous engage, sachant que pour la première fois depuis Napoléon, nous avons 300 hommes engagés en Estonie, plus du matériel. Et bientôt, nous allons passer en Lituanie sous commandement allemand avec du matériel. Bon, tout ça, est-ce que la Commission des affaires étrangères en est saisie? Est-ce qu'elle y réfléchit? Comment pourrait-elle se dessaisir de la présence des armées françaises aux frontières de la Russie?
ce qui revient à dire, mais je sais que c'est la logique de l'Union européenne, que la Russie est un ennemi, alors qu'à mes yeux, elle est un partenaire, et qu'en aucun cas, elle ne doit devenir un ennemi. Pour un Français, en tout cas, c'est la base. Depuis la Saint-Glinglin, les Français font comme ça, ils s'entendent avec les Russes, et quand ils ne s'entendent pas, en général, ça tourne mal pour nous. Il vaut mieux s'en rappeler, parce que ça, c'est l'histoire profonde. Deuxième point, je reste là sur l'OTAN. L'intégration de l'armée française à l'OTAN sous couleur de défense de l'Europe, je vous concède le terme si vous voulez, qui est assez habile, hein, je reconnais, c'est plus malin que l'Europe de la défense, parce que l'Europe de la défense, on est amené tout de suite à des questions assez fondamentales à trancher. Mais n'empêche que ça n'enlève pas le fond. Se défendre contre qui, s'il vous plaît? Par quels moyens? Et à quel propos? Bon, nous sommes la France, la dissuasion nucléaire. Bon, que nous a rapporté le fait que le président Hollande ait si sottement signé je ne sais plus où c'était à Chicago, à peine élu, que nous, les Français, nous acceptions qu'on installe des batteries antimissiles en Pologne. Bon, ça, c'est pas une question militaire, c'en est une, c'est une question de géopolitique. Donc, nous, les Français, est-ce que nous acceptons que dorénavant l'Europe puisse être un théâtre de guerre? Jusqu'à présent, la doctrine de la dissuasion, c'est que ce n'est pas envisageable. Donc, ou bien on renonce à la dissuasion, ou bien on renonce aux batteries. Mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Il me semble que c'est totalement contradictoire. Je réserve ces deux questions comme contribution à la réflexion. Je ne suis pas sûr que tout le monde se rende bien compte du fait que nous voilà engagés jusqu'au coude dans des opérations dont vous avez vous-même souligné, monsieur le rapporteur, qu'étant dans la main de monsieur Trump, il peut se passer bien des choses. Je finis sur l'espace maritime. Il faut que tout le monde se rende compte de quoi on parle. L'espace maritime français, le premier, sera sans doute le premier du monde. On s'est bien débrouillé pour faire reconnaître notre zone exclusive. On avait le matériel qu'il fallait pour le faire. La France s'est agrandie de 10% de son territoire sans tirer un coup de fusil. C'est magnifique, c'est la première fois de notre histoire que ça arrive. Mais après, ça crée des devoirs. Pour être présent sur tout ça, nous avons l'équivalent, pour faire une image, de 2 voitures de police. C'est comme s'il y avait 2 voitures de police pour surveiller toute la France. Voilà les moyens que nous déployons. C'est absurde. Donc il nous faut des moyens importants, et ça c'est une question de géopolitique, parce que si vous n'êtes pas capable de faire respecter les routes, de protéger les frontières, parce que du coup ce sont des frontières, alors vous n'êtes capable de rien. Et ça ne sert à rien de dire qu'on a le 2e territoire du monde, parce qu'il n'y a que nous qui le savons, et les autres s'en fichent. Et en particulier, la protection des routes maritimes contre la piraterie, ça concerne les Français, parce que dans beaucoup de cas, nous sommes directement impliqués. Évidemment, reste la question de la Méditerranée, cruciale. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on s'est fait avoir. On avait une très bonne politique, c'était 5+4, ça marchait très bien. Là-dessus, les Américains sont arrivés, ont mis sous embargo la Libye, terminé le 5+4. Le président Sarkozy est arrivé derrière, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il propose une union pour la Méditerranée. Les Allemands sont arrivés et ont dit « Ah non, non, pas question que vous fassiez ça tout seul, les Français avec les autres. On va y mettre toute l'Europe. » Et donc, les riverains de la Baltique se sont directement intéressés à la Méditerranée, c'est-à-dire qu'il ne s'y passe plus rien. Et là, le cadre, pour moi, reste pour nous, Français, d'abord le petit bassin. Et pas aller se fourrer dans les histoires de toute la Méditerranée, parce qu'on se retrouve avec Chypre et avec Israël, autant dire qu'on ne peut rien faire avancer du tout. Le petit bassin, c'est 5+4, et c'est le cœur de la francophonie. Je termine par ça. Il n'y a pas de politique militaire tournée sur le rayon francophone. C'est une erreur. On pourrait peut-être nous faire avancer les choses. Peut-être qu'on pourrait avoir des organismes de coopération. Tout ça, ça se ramène à une chose. J'en profite, hein, j'ai la parole et je termine là-dessus. Bon, me voilà pas en souverainiste. Alors, bon, j'ai dit appelez-moi bien comme vous voulez, tout ça n'a pas de sens. Je suis un indépendantiste. Et l'indépendantiste, c'est celui qui peut passer des accords. Parce que quand vous êtes sûr de vous, quand vous êtes bien blindé, ben, vous pouvez tendre la main à tout le monde. Là où ça ne va pas, c'est quand vous avez peur, vous êtes en situation de dépendance. Si nous sommes indépendants, nous serons fraternels. Si nous sommes dépendants, nous serons soumis et à la fin, ça tournera mal. Merci. Deux, trois mots. Merci aux collègues qui ont bien voulu réagir sur ma contribution, que je ne prétends pas mettre au même niveau de qualité que celle du rapporteur. Mais je dis deux, trois mots. Moi, j'assume qu'elle est clivante, évidemment. C'est pas nouveau, vous savez. Quand le général de Gaulle décide la défense nucléaire, elle est tous azimuts. À l'époque, c'est la guerre froide. Alors les gens lui disent ah, tous azimuts, quand même, vous y allez fort. Ça inclut les États-Unis. Et lui, il répond, il dit bah oui, et puis je vois pas que ça aille plus mal depuis qu'on a décidé ça. Voilà, bon, point. Les Français, c'est les Français. Point. Et on s'occupe de nous. Et dans ce domaine, parce que dans ce domaine, la décision est exclusive, que voulez-vous
Voilà, c'est une personne, c'est une responsabilité terrible, absolument horrible, qui décide d'appuyer sur le bouton ou pas. Et c'est une arme posthume, ça veut dire que quand on décide de le faire, c'est que c'est déjà fini. Mais c'est une logique, on ne peut pas passer à côté ou se cacher les yeux ou dire non, non, je ne suis pas au courant, qu'il n'a qu'à se débrouiller avec. Non, si on ne veut pas avoir à y recourir, il faut donc empêcher en amont qu'on ait besoin d'y recourir. Donc il ne faut pas que l'Europe soit un théâtre de guerre, par exemple. Par exemple, les Français, nous avons refusé d'installer le missile à roulettes. À l'époque, c'était sous le président Mitterrand. Le missile à roulettes, c'était un missile qui tirait à 400 km. Ben, il n'y avait pas besoin d'être un aigle pour prendre un compas et regarder qui était visé. Bon, non. Et on a décidé à l'époque qu'il n'y aurait pas de missile à roulettes parce qu'on ne voulait pas se battre sur le sol européen. C'est donc, pour prendre une expression vulgaire, pour un œil, toute la gueule. Voilà. Donc, il n'y aura pas de guerre parce que nous ne voulons pas qu'il y en ait et nous prenons nos dispositions pour ça. Donc, la dissuasion, ce n'est pas une attitude agressive, mais c'est une attitude qui exclut l'angélisme et la naïveté que d'aucuns pourraient avoir. Alors, moi, ça m'amène au rôle de l'histoire longue. L'histoire longue et l'histoire courte. Évidemment que toute l'histoire humaine est bouleversée par la crise climatique, ça va de soi. Mais en attendant, l'histoire longue, elle est là. Et elle est sur plusieurs siècles pour les Français. Donc on peut quand même s'en inspirer. Je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui est aujourd'hui, c'est pas hier et tout le reste. Mais enfin, nos voisins nous ont envahis 4 fois, Madame Saint-Paul. C'est pas nous qui les avons envahis, c'est eux qui nous ont envahis 4 fois. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, qui les aime beaucoup, je préfère qu'ils restent chez eux. Et je ne suis pas d'accord pour qu'ils réinterviennent militairement, où que ce soit dans le monde. Voilà. De même, les Japonais, pareil. Bon, alors ça, c'est peut-être... Je suis encombré de l'histoire, et vous pourriez me dire, ni l'un ni l'autre, on ne pourrait vérifier qui a raison. Tout ça, c'est fini. Ah, bah tant mieux si c'est fini, mais enfin, on fait ce qu'il faut pour que ça ne recommence pas. Et donc, ça passe par de l'indépendance. Mais la situation est quand même très préoccupante. Nous avons vendu la moitié de la société qui produit les chars. Alors, peut-être qu'on n'a pas besoin de chars. Mais si on a des chars, on en vend la moitié aux Allemands. Alors, donc, les chars, nous les avons avec eux. Les balles pour nos fusils, nous les achetons aux Israéliens. Les fusils, nous les achetons aux Allemands. À la fin, qu'est-ce qu'on sait faire tout seul? Parce que, rappelons-nous qu'à un moment, arrive le moment où celui qui vous fournit, eh ben, il vous dit, bah, écoutez, ben non. Parce que telle chose que vous êtes en train de faire, on n'est pas d'accord. On l'a fait aux autres. Je le rappelle, c'est nous qui avons décidé l'embargo sur les armes avec Israël. Hein, c'est nous qui l'avons décidé. On leur a vendu des avions avant ça. Ils sont passés de nous. Mais en attendant, c'est comme ça que ça se finit. Qui paye commande, qui fournit commande. Donc, le dire, ça n'est pas par a priori faire un procès. C'est juste prendre ses précautions. Parce qu'au moment où ça intervient, où il faut prendre la décision, c'est plus là qu'on peut faire autre chose. Je termine sur la flotte, pardon, l'eau. Oui. Et la Méditerranée. Je rappelle, je sais que ça choque au moins une d'entre nous, mais enfin, il y a 600 000 personnes qui ont la double nationalité, qui viennent du Maghreb et qui sont parmi nous, avec qui nous avons des familles. Il y aura 100 millions de Maghrébins qui vont parler français, plus qu'il n'y en a jamais eu à aucune époque. Donc, les Français ne peuvent pas ne pas être d'abord ceux qui marchent devant sur un sujet pareil. Or, la politique du petit bassin est complètement bloquée. Personne ne fait rien. On intervient de temps à autre, comme ça, de manière sympathique. Et je prends l'exemple de nos amis tunisiens. Est-ce que c'est pas à nous de faire le premier geste? Est-ce que c'est pas à nous d'annuler la partie de la dette de ce qu'ils nous doivent encore pour les aider à respirer, au lieu de leur serrer les étrangler? Sur les espaces maritimes, figurez-vous que la France, quand on met la France immergée et la France émergée, nous sommes la première nation du monde en surface. Bon, c'est une image un peu plaisante, mais ce n'est pas le cas d'autres. Hein. Et ça nécessite naturellement qu'on prenne la mesure du danger, parce que vous venez d'évoquer un pays, 50 millions de personnes qui se déplacent, c'est pas rien. D'un coup, qui foutent le camp pour aller dans le pays d'à côté. Ça peut tout déstabiliser. Reprenez 10 000 îles vont être dans ce cas-là, avec la montée des eaux. Et la COP 21, que nous, les Français, nous avons intérêt à défendre par-dessus tout le monde, en réalité, quand vous mettez bout à bout les accords, les pays insulaires ont refusé de signer tant qu'on ne mettait pas qu'on avait l'objectif de 1,5 degré de plus. Or, dans l'accord, ce n'est pas 1,5 degré de plus, c'est 2 degrés. Et la vérité, quand on cumule toutes les propositions des pays, c'est 3,5 degrés. Donc on peut rêver que ça va s'arranger, tout ça, très bien. Je le souhaite de tout mon cœur, hein. D'accord. Mais en attendant, ça ne s'arrangera pas. Donc tous ces gens vont ficher le camp de chez eux, avec le président des États-Unis qu'il y a, ça m'étonnerait que ça s'arrange. Donc ils vont partir de chez eux et le tohu-bohu va commencer. Donc il vaut mieux choisir ses alliés. Je finis là-dessus. Je ne suis pas d'accord pour qu'on classe les Chinois comme des adversaires. Les Chinois, c'est un peuple pacifique pour des raisons X, Y, Z multipliées par 100. Mais ces gens-là n'envahiront jamais personne. Vous pouvez en avoir la certitude.
C'est le poids de l'histoire qui dit ça. C'est pas pour 4 îles où ils se battent avec les Japonais que ça va changer quelque chose. Donc ce sont des alliés précieux à cultiver, voilà.